Cerno. Épisode 111. 3, 2, 1. Je suis à Paris, au bord de la Seine, pas très loin de la place de la Bastille. Et je me rends, encore une fois, chez quelqu'un que je ne connais pas, un certain Christophe. Alors il m'a contacté sur le réseau social LinkedIn pour me dire qu'il savait où se trouvait l'appartement d'André Jescoff. Ce sont des amis à lui qui habitaient l'appartement apparemment. Donc je vous rappelle qu'André Jescoff a été assassiné rue Bayou et que je ne sais pas du tout où était son appartement, à quel étage elle a été tuée. Bénédicte, l'habitante de l'immeuble que j'avais rencontré, et aussi Nicole, sa voisine, ne savaient pas du tout où avait eu lieu le meurtre. Mais j'ai besoin de savoir où c'était. Rue des Lions, Saint-Paul. Alors j'ai vu sur LinkedIn que Christophe est coach, mais je n'en sais pas plus. C'est un quartier très beau, très ancien. Je suis devant l'immeuble. Oui. Oui, bonjour Christophe, c'est Julien. Oui, je viens vous chercher. Bonjour. Julien. Christophe. Enchanté. Merci beaucoup. Rencontrer. Merci. Mon pauvre Julien. Je suis né un vendredi 13. Hein, mon Renoir? Ça porte pas bonheur. Tu m'aimes? Non. Notre société aime les corps jeunes. Moi, j'aime bien la morue. J'ai suivi l'affaire Grégory. On est fou amoureux. Je sais pas si tu l'as vu, ma chatte. On est allé chez moi. On me fait rentrer dans un garage, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans le moteur. C'est ça, la vie. C'était très dur. J'ai qu'une petite retraite. Julien Cernobori. Il fait froid dans nos têtes. Une anti-enquête. C'est beau cet immeuble. Oui, c'est beau, oui. Magnifique. Faut faire attention à ce que le fond... Ah, c'est un chat? Un chartreux? Il y a un peu de siamois dedans. Ah oui. C'est un mélange. Ah, qu'il est beau. C'est une chatte? C'est une chatte, oui. Vas-y, allez. Vous savez, je suis fou des chats. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jeannette. Jeannette. Bonjour. Voilà, installez-vous. Merci. Bon, alors du coup, on se connaît pas. Vous m'avez contacté sur LinkedIn parce que vous êtes un auditeur du podcast. Ben, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, Attends, je vais arrêter mon... il y a peut-être une dizaine de jours, 10-12 jours maintenant. Moi, j'aime bien les podcasts, je regardais sur France Culture. Et puis, on m'a proposé, je crois, 4 épisodes, un peu disparates d'ailleurs. J'étais un peu curieux. Et puis j'ai découvert sur une autre plateforme l'intégralité de cette enquête fleuve. Et puis j'ai été passionné. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'on a déjeuné ensemble, on a dormi ensemble, je m'endormais sur les podcasts, je les réécoutais le lendemain. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... Je suis devenu un peu cerno-addict, comme je vous disais. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez tout écouté en quelques jours? Oui. Mais 8-9. Donc vous n'avez fait que ça? Moi, il y a des moments... j'ai eu très peur. Non, vous savez, les épisodes où il y avait les fantômes et tout ça, j'ai eu le malheur de l'écouter à 23h30 avec Jeannette sur le lit, le chat donc, et en entendant à la fois tout ce que Mireille et Irène disaient, et puis après Viviane, je crois. Vinciane Després. Vinciane, voilà. Et puis le scientifique. Et là, là, j'avoue que vous voyez, c'est un immeuble du 18e, je crois, donc... Potentiellement hanté? C'était l'hôtel des parlementaires sous la Fronde. Je pense qu'il y a eu quelques assassinats, me semble-t-il. Ah oui, ici? Oui, je pense, je l'imagine, ça, je sais pas, c'est tout à fait gratuit. Vous lancez pas dans une autre enquête. Je pense que ça va vous prendre beaucoup de temps. Et pour retrouver les gens, là, les voisins, ça va être dur. Donc voilà, oui, c'est comme ça que ça s'est fait, donc vraiment par curiosité. Et puis, cette histoire de Thierry Paulin, moi je m'en souviens très très bien.
C'est vrai qu'adolescent, j'avais été vraiment troublé par ce truc du desktop, quoi. Ça m'avait empêché de dormir pour le coup. Je trouvais que c'était vraiment, comment on peut inventer. Et puis j'avais des amis, et je pensais à un moment, j'avais oublié, je pensais qu'ils m'avaient fait une espèce de calunar ou je sais pas quoi, là, ils habitaient un appartement où il y avait un meurtre, par Thierry Paulin. Alors, je sais pas comment je peux vous aider, c'est encore imprécis, on s'est vu, tout a été très rapide. Oui, vous m'avez contacté il y a 3 jours. Voilà, exactement. Alors, donc, c'est bizarre, c'est comme le podcast, ça se fait très vite, voilà. Mais il y a encore des imprécisions sur ce que je peux vous dire, bien évidemment. Mais racontez-moi l'histoire, donc... Un café avant ou un thé ou Ah ben, un café, je peux pas dire non. Mais alors, autant je cuisine bien, autant le café... C'est gentil, en tout cas, de proposer. Et puis voilà, vous avez 2-3 petits trucs comme ça, si vous voulez. Des macarons, super. J'en ai pris au café, bien évidemment. Mais au moins, il y aura quelque chose qui ressemblera... Vous me connaissez bien, en fait. Je ne propose pas de sucre non plus, bien évidemment. Non, merci. Donc, si on reprend, en fait, l'histoire depuis le début. Alors, vous me parlez d'amis à vous qui ont habité l'appartement d'André Gescoff. Vous les avez rencontrés en quelle année et à peu près à quelle période vous êtes allés chez eux, vous vous en souvenez ? C'était les locataires après le meurtre d'André Gescoff. C'est-à-dire juste après, dans les années 80 ? Oui, quelques mois après, le temps que l'appartement soit refait. Donc moi, je suis allé dans cet appartement, évidemment. C'est des amis de mes parents qui en étaient les propriétaires. L'appartement en question ? Enfin, pas l'appartement, l'immeuble. Tout l'immeuble, du 12 rue Bayou. Je crois que c'était une dame qui s'appelait Madame Angle, une auvergnate qui avait des brasseries à Paris et puis qui avait, une brasserie importante et qui a acheté cet immeuble. J'ai téléphoné à mes parents ce midi, il y a de fortes chances, d'après eux, que le petit-fils de cette dame, donc le fils des propriétaires à l'époque, habite encore cet immeuble du 12 rue Bayou. Donc il doit avoir à peu près mon âge, 60, 61. Mais il y a quand même des liens, vous voyez. Enfin, il y a plein de choses qui se tissent autour de cet immeuble, en tout cas. Donc vous saviez qu'un meurtre avait été commis dans l'immeuble parce que... Peut-être que c'est vos parents qui vous en avaient parlé ? Pas du tout. Parce que les propriétaires ne l'avaient pas dit aux locataires. Ah oui. Et comment ils l'ont su alors ? Par une voisine, d'après Anne. Anne, c'est la locataire de cet appartement après le meurtre d'André Gescoff. C'était un couple ? Un couple. Anne et Bernard. D'accord. Ils sont séparés aujourd'hui. Enfin, donc les propriétaires n'avaient pas dit, mais ça c'est très souvent, qu'il y avait eu un meurtre. D'après Anne, ils l'ont appris par une voisine 6 mois après l'emménagement, au 12 rue Bayou. Ouais. Moi, je me souviens, alors là, c'est vraiment un souvenir. Après, la mémoire, elle se souvient de ce qu'elle veut et ça se transforme. Mais en tout cas, je me souviens très bien qu'elle nous a dit ça, c'est pendant un repas. Et il y avait la tâche. Donc, alors, c'est un peu bizarre quand j'écoute vos podcasts et que André n'aurait pas été torturé, je crois. Mais finalement, il y a une tache de sang, vraiment incrustée dans le parquet. Et je ne suis pas le seul à avoir le souvenir de cette tache. Est-ce que vous pouvez me décrire l'appartement, d'après vos souvenirs ? Alors, justement, parce que normalement, moi j'étais étudiant aussi, on aurait dû demander, mes parents auraient dû aussi essayer d'avoir un appartement pour moi. C'était pas très cher, moi j'avais un peu de mal avec la rue Bayou, je la trouvais très triste. Vraiment, moi je me sentais assez mal à l'aise dans ce quartier, dans cette rue. C'est d'une tristesse incroyable. Seule chose, me souviens, le souvenir un peu ému que j'ai, c'est en remontant la rue d'Alésia, il y avait un café, il y avait Hervé Guibert qui prenait un café là, donc j'avais été très étonné. C'était l'époque vraiment de toutes ces années-là, avec cet écrivain qui était assez connu. Vous voyez qui c'est, Hervé Guibert ? Oui. Et puis donc, il y avait aussi cette odeur typique des escaliers, des appartements que je retrouve très étrangement dans le 14e et le 18e. En tout cas, il y a un truc comme ça qui, pour moi, en tout cas, est assez oppressant. Et je fais toujours très attention à cette atmosphère et ces odeurs dans les appartements que je prends. C'est assez déterminant dans mon choix quand je peux, bien évidemment. Mais alors effectivement, je me souviens très bien des 3 appartements par palier, de ces pièces assez petites, c'était pas des très grandes pièces, avec là aussi un parquet en bois assez brun,
Voilà, ça, je me souviens de ça. Enfin, après, c'est à peu près tout sur l'organisation de l'appartement. Je pense qu'ils avaient dû prendre à l'époque un 2 pièces parce qu'ils venaient juste d'avoir un enfant. Enfin, voilà. Et l'appartement donnait sur la rue ? Pour moi, il donnait sur la rue, oui. Mais ça, c'était à quel étage ? Alors voilà, donc ça, c'est par déduction. Pour moi, c'était le 3e. Enfin, il suffit encore une fois que je demande à Anne. Elle va s'en souvenir très très bien. Elle y habitait quand même pas mal de temps. Et vous, alors, vous avez appris ça lors d'un repas, vous avez vu la tache de sang. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous ? En tout cas, c'est oui, c'est assez étonnant quand même qu'il y a quelque chose qui fait que je m'en souviens plus parce que là, dans mon esprit, comme on était plusieurs, je dirais qu'il y avait un état un peu club des 5 comme ça, essayer de voir, mais plutôt léger. Alors qu'en fait, je pense que j'aurais été très mal à dormir chez eux une nuit, évidemment. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même très troublant qu'un meurtre. En plus, on savait les conditions et eu lieu dans un appartement. Enfin, pendant même longtemps, j'ai pensé que c'était une blague. Enfin, j'étais un peu dans le déni. C'est pas vrai, ils me mènent en bateau et tout ça, c'est une blague. Mais non, c'était une réalité. Enfin, vraiment. Et Anne et Bernard, qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Tout ça. Donc, ils devaient vivre dans l'appartement avec cette information. Oui, ils l'ont pas su au début. Donc, mais Anne dit qu'elle était enceinte de sa fille, que je crois que elle a failli mourir, elle a une septicémie. Marion était un bébé qui ne trouvait absolument jamais le sommeil, et elle m'a dit, ça explique pourquoi j'ai fait finalement une formation en Feng Shui après. Donc le Feng Shui, c'est un art asiatique d'aménagement des intérieurs ? Oui, je pense que c'est ça. Enfin, avec la source d'eau, où est-ce qu'elle se trouve, l'importance aussi. Puis il y a des ondes. Oui, sans doute. Enfin, est-ce qu'un appartement peut être chargé ou pas ? Enfin, c'était tout l'enjeu aussi de vos podcasts il y a quelques temps, quoi. Voilà. J'avais complètement oublié ça et on n'en avait pas reparlé, bien évidemment. Mais apparemment, d'après Anne, il y avait quelque chose de lourd dans cet appartement. Anne et Bernard, c'était des gens importants pour vous ? Oui, à cette époque-là, enfin, ça a été fondamental pour moi. Moi, j'avais pas accès à une certaine culture, et puis je me suis dit, tiens, ça, ce groupe d'amis-là, c'est là où je dois être. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ? Alors, ils ont été très très longtemps ensemble, ils ont eu donc 3 enfants, enfin, et Bernard, c'est quelqu'un d'important, et avec un trajet tout à fait étonnant, parce qu'il voulait faire du théâtre, on a commencé ensemble, c'est lui qui a été à l'initiative aussi de faire du théâtre quand on était au lycée. Moi, j'y ai pris le goût, et ça a été mon métier pendant 25 ans quand même. Vous étiez comédien ? J'étais comédien et metteur en scène, et j'ai arrêté il y a une 12aine d'années à peu près, avec une autre voie, mais bon, qui n'est pas très loin non plus. Et lui, enfin, il a été un homme d'affaires vraiment important. Et puis après, il a pu s'arrêter. Il avait suffisamment d'argent pour finalement réaliser son rêve. Et il a racheté pas mal de studios de production au Brésil. Et il fait des films assez engagés aujourd'hui. Enfin, donc c'est un trajet assez intéressant et assez exceptionnel. Donc il habite au Brésil ? Pour le moment, oui. Enfin, c'est pareil, il se partage un peu entre Paris et puis le Brésil pour lui. Et puis Anne a créé une galerie d'art et elle est aujourd'hui entre New York et Venise. Bon, c'est une belle destination, c'est pas mal quand même. Voilà. Oui, malheureusement, je ne pourrais pas les rencontrer. Non, mais heureusement, on a... Donc en fait, vous correspondez avec eux par mail, d'après ce que j'ai compris ? Oui, on s'était perdu de vue. C'est assez étrange, ça aussi. Parce que ça faisait vraiment... peut-être 5-6 ans que je n'avais pas vu Bernard, Anne beaucoup plus encore, enfin. Et ce podcast m'a donné l'occasion de recréer des liens avec eux, ce qui est assez étonnant aussi. Donc vous leur avez écrit et vous leur avez posé des questions par mail sur leur appartement, sur André Jescoff. Donc ça s'est vraiment fait vite, et puis donc j'ai recontacté Anne et Bernard, je ne l'ai pas recontacté encore, parce que encore une fois ça a été très vite. Non, du coup, il y a un Macintosh sur la table. Vous l'ouvrez. Un macaron, ouais. Ici, voilà. Donc on peut profiter des deux si vous voulez. Alors, donc elle me donne un peu des nouvelles de la famille, des enfants. Il y en a une qui vient de se marier, l'autre qui a une petite fille.
La vie passe vite, c'est vrai. Donc rue Bayou, nous avons appris l'affaire à peu près 6 mois après avoir emménagé, et ça par une voisine. Nous étions les premiers locataires après le meurtre. Le loyer était peu cher, ce qui correspondait à nos petits moyens de jeunes, et les parquets avaient été poncés et refaits comme neufs, ce qui correspondait à mon sens esthétique. Et pour cause, comme nous l'avions appris, il y avait une énorme tache de sang, car la vieille dame avait été assassinée. Je suis arrivée enceinte et j'ai donné naissance peu de temps après. Marion a eu dès le départ des problèmes de sommeil et j'ai failli mourir d'une septicémie. Moi qui ai fait plus tard des études de Feng Shui, je comprends pourquoi maintenant. Voilà. Ce qu'elle m'écrit. Ouais. Alors c'est saisissant le lien qu'elle fait entre l'appartement et les maladies. Ben oui, et puis pour moi ça fait écho aussi à ce que j'ai entendu dans d'autres épisodes. Enfin, c'est comme s'il y avait une mémoire des murs. Enfin après, comment, je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui, oui, là, qui touchait le corps. Enfin, ils sont pas restés énormément de temps non plus. Hein. Et puis ça, enfin, j'avais un peu oublié, bien sûr, mais c'était grave quand même. Enfin, une septicémie, un bébé qui trouve pas le sommeil du tout. Et là, en revanche, moi, je me souviens très bien que c'est dans le salon qu'il y avait la tache de sang. Et donc, le parquet avait été refait à neuf. Et en même temps, pour moi, il y avait comme une nappe, pas phréatique, mais sanguine, qui était toujours présente. Enfin, je me souviens de Anne qui disait tout le temps « Mais je ne sais pas ce que c'est que cette tache au tout début, mais je n'arrive pas à l'enlever. » Comme si elle frottait une espèce de mémoire, comme ça, de quelque chose qui ne voulait pas disparaître. Je ne pense pas qu'on l'ait inventé. Et donc, enfin, c'est là où il y a vraiment besoin de réactiver, enfin, de reprendre un peu contact, ce qui est une bonne raison, hein, pour justement être sûr de tous ces souvenirs. Hein. Et encore une fois, je n'ai pas parlé à Bernard encore. J'aimerais savoir, oui, s'il pouvait décrire l'appartement précisément, voire peut-être dessiner un plan, Oui, dire si c'est sur la rue, à quel étage, et dans l'escalier, tout ça, avoir toutes ces précisions, et aussi savoir si connaissent des gens qui ont connu la victime, qui sont toujours là-bas, qui, je sais pas. Bah, apparemment, il y a en tout cas une voisine qui leur a dit. Enfin, bon, c'est-à-dire que ça se parlait pas beaucoup dans cet immeuble apparemment, mais il y a quand même une voisine qui était au courant et qui leur a dit, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Même le fils du propriétaire, hein, parce que le propriétaire, bien évidemment, de l'époque est décédé. Et puis sa femme, qui normalement doit être encore la propriétaire, a des gros problèmes de mémoire. Enfin, elle doit avoir 90 ans, hein, donc voilà, c'est normal. Donc eux, à mon avis, il n'y a aucun souvenir. Quant aux enfants et celui qui a des chances d'habiter encore cet immeuble, je ne sais pas s'ils seraient d'accord pour parler. Mais bon. Vous pourriez essayer ? Peut-être, oui. Je suis désolé de vous donner une mission comme ça, alors que vous n'avez rien demandé. Mais... Pourquoi t'as écrit ? Bon, eh ben c'est incroyable tout ça, parce que j'étais prêt à abandonner mes recherches sur André Geskov. Et j'ai l'impression que grâce à vous, déjà, elle revient un petit peu. Il y a un contact qui s'établit. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment... j'étais face à un mur, quoi, par rapport à cette histoire. Je ne savais pas où était l'appartement, tout ça. Bon, là, on ne sait pas grand-chose de plus pour l'instant, mais ça montre que ça a eu lieu, en tout cas. Oui, enfin, puis je pense, alors là, très franchement, que de savoir où est l'appartement, encore une fois, c'est une question de temps. Mais là, vraiment, on va le savoir très précisément, très vite. Parce que dans le couple, ils vont savoir. Et j'ai pas posé cette question. Il fallait un travail un peu d'approche avec Anne. C'est pas vu depuis longtemps, voilà. Mais ça, je peux le savoir donc très précisément. Et puis c'est vrai, oui, c'est un peu comme cette tâche, quoi. Tout d'un coup, il y a une mémoire et ça veut pas disparaître comme ça aussi. Alors, Christophe, cette tache de sang, vous avez une mémoire photographique, j'imagine. Est-ce que vous pouvez essayer de me la décrire le plus précisément possible, s'il vous plaît ? Oui. Alors, c'est pas très ragoûtant, mais c'est, vous voyez, l'espèce de cerise qu'il y a sur ce petit four-là, c'est cette couleur-là. Donc, un violet mauve, enfin voilà, comme ça. Elle était, pour moi, vraiment grande comme ça. C'est-à-dire 50 cm ? Oui, voilà. Assez ronde, enfin ovale, vraiment. Elle était
Il y avait la table ici, justement, qui donc était sur la droite. Et puis, il y avait, dans le salon, pratiquement dans le centre de cet appartement, il y avait cette tache qui restait là, encore. Ce qui est curieux, c'est que la description du meurtre n'évoquait pas le sang. Elle est morte étranglée. C'est ce qui, moi, me paraissait bizarre dans cette histoire. Encore une fois, la mémoire, et Anne le dit aussi dans son mail. Elle a vécu, elle, dans cet appartement. Donc, elle, vraiment, on peut lui faire confiance. Enfin, c'est une chose qui trouble. Donc, c'est qu'il devait quand même y avoir quelque chose de cet ordre. Parce que là, pour le coup, c'est apparemment pas dans le procès verbal que vous avez. De la même manière que là, il faut aussi que j'éclaircisse ça. C'est que, et là, peut-être vous allez avoir des éléments, mais Anne l'aurait su parce qu'il y avait une enquête de police et qu'il y avait soit une reconstitution, ou en tout cas, ils étaient venus dans l'appartement pour... Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, il faut que je vois avec Anne. Effectivement, c'est un peu un rebondissement. Mais sans doute, parce que j'imagine qu'Anne et Bernard sont venus habiter là avant que Paulin ne soit arrêté. Et après, il y a eu l'arrestation de Paulin 1 an après. Et donc, effectivement, il y a dû y avoir une reconstitution. C'est-à-dire que Paulin est revenu dans l'appartement. Est-ce que ça s'est avéré? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est revenu dans l'appartement? Est-ce qu'il est mort entre-temps? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut voir si... En tout cas, je pense que c'est des choses qui marquent. On n'oublie pas une reconstitution possible. Donc ça, je vais le vérifier avec Bernard et Anne, bien évidemment. Vous avez du pain sur la planche. Mais dites donc oui. Non, parce que pour en revenir à cette tache de sang, ça me rappelle la petite fille d'Hélène Rose, cette victime de la rue de la Fontaine au Roi. Alors, on ne sait pas si c'est Paulin qui a tué sa grand-mère ou pas, mais elle disait que c'est elle et sa mère qui avaient dû nettoyer l'appartement qui baignait dans le sang. Donc, parce qu'on imagine des meurtres assez propres, entre guillemets, quand on parle des meurtres de Thierry Paulin, alors qu'en fait, c'était vraiment... De toute façon, s'il y a un minimum de violence pour attacher quelqu'un, bien évidemment qu'il peut y avoir du sang. Effectivement, qu'on imagine toujours quelque chose de propre avec un étranglement, ou peut-être que c'est une incidence des films de la télé, tout ça, où c'est toujours nickel, mais la réalité est sans doute plus... Même s'il n'y a pas eu torture, ou... en tout cas, il y a forcément de la violence, donc il peut y avoir cette tache de sang, elle est tout à fait possible. Oui, alors, même s'il n'y avait pas de sang, c'était quand même très violent, mais le sang raconte particulièrement la violence. Oui. Ça nous marque davantage. Je vois qu'il y a un livre de la Bibliothèque Rose. Est-ce que ce sera un club des 5 ? À côté de la Bible. À côté de la Bible, là. Oui, le club des 5 en vacances. 5 en vacances, oui. J'ai dû le lire, celui-là. Ouais. Vous avez beaucoup de livres, je vois. Beaucoup. Oui. Je vois justement juste à côté de vous, Hervé Guibert. Ouais. Oui, ça a été des livres importants dans ma grande adolescence, en tout cas, oui. Oui. Comme Balzac, mais c'est aussi des... Il y a un fil, c'est comme vos podcasts, c'est la même chose. Et c'est le point commun, c'est quand il y a un vrai lien avec un auteur et où tout d'un coup on a tout lu. Et ça, c'est très dur, parce que tout d'un coup, il y a... un vide. Oui, il y a un vrai vide, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Oui, je disais addiction, c'est ça. Il y a à savoir, il y a à tourner, il y a à être autour, et encore une fois, tout ce qui est périphérique, contrairement à ce que certains peuvent dire, j'ai cru comprendre. Au contraire, c'est absolument passionnant, de toucher des endroits un peu lointains et de revenir au centre, comme un élastique qui vous ramène toujours, finalement, qu'on le veuille ou pas, à cette tâche, quoi. Cette tâche qui est Paulin, cette tâche qui est ce qui se passe dans le parquet, et ce qui nous rassemble autour d'une monstruosité. Toucher la monstruosité de près, c'est pas prévu dans une vie. C'est dans les livres, mais c'est pas dans la réalité. Et ça, c'est toujours extrêmement troublant. Est-ce que cette histoire vous permet de repenser au jeune homme que vous étiez ? Est-ce que la vie s'est déroulée comme vous l'aviez espéré ? Alors, j'étais un jeune homme qui se cherchait beaucoup,
Oui, il y avait une solitude, on peut dire que c'est un peu la même aujourd'hui, mais oui, il y avait quelque chose qui était assez solitaire. Et j'avais commencé des années à la fac, mais alors là, ça me convenait pas du tout. Et j'ai retrouvé vraiment du sens quand j'ai commencé le théâtre. Et donc oui, ça m'a beaucoup rassuré. Et là, il y a eu un ancrage. Et pourquoi cette solitude ? Elle venait d'où, cette solitude ? Ça, je sais pas exactement. Ça, je peux pas vous dire d'où est venue cette solitude. La difficulté, oui, de savoir qui on est, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur comment s'inscrire dans le monde, s'autoriser à être à un endroit. Enfin, c'est pas évident. Hein. C'est pas une chose acquise. Enfin, là aussi, il faut se comprendre, le conquérir, se faire une place. Du coup, c'était comment Paris à l'époque pour un jeune homme de votre âge et donc de l'âge de Thierry Paulin? C'est vague comme question, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous voyez la ville à l'époque. La ville ? Ouais, cette ville. J'ai l'impression d'avoir relativement peu profité de Paris dans ma jeunesse, en tout cas. Je sortais assez peu, j'étais toujours avec les mêmes personnes, et puis chez les parents. Enfin, il y avait quelque chose qui était... La ville était là, mais c'était une sorte de décor, mais comme si alors là, complètement à l'inverse de Paulin, j'en profitais pas. Enfin, dans la joie, dans l'adolescent fou. J'étais pas un adolescent fou. En revanche, oui, alors je sais pas pourquoi, mais il y a quand on vieillit, je trouve, et là je m'aperçois finalement que je vieillis un peu, il y avait à un moment une espèce de perte de désir. C'est que tout d'un coup, des choses qui pouvaient m'intéresser m'intéressent plus, et de retrouver des désirs aussi. Enfin, là, en renouant, tout d'un coup, ça redonne du vivant, je trouve. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi, mais oui, il y a un besoin de retisser des liens, des besoins de retrouver plein de connexions comme ça, de rebrancher. Vraiment. Enfin, il y a des liens qui étaient dénoués, et que là, je renoue avec cette histoire. Avec le passé. Avec le passé. Avec ces gens qui ont été importants pour moi. Donc, oui, c'est sans doute un besoin, en plus. Et du coup, quel conseil vous donneriez au jeune homme que vous étiez, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, de vos 60 ans ? Oui, c'est d'être plus curieux et de rencontrer plus. Oui. Non, on n'a rien à perdre à oser. Et moi, j'osais pas assez. Donc être moins solitaire ? Oui. Oui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Et bon courage pour votre enquête alors. Maintenant vous êtes dedans. J'ai l'impression, je vais voir, je vais essayer de faire... Ça aussi, ça me ressemble pas trop, mais bon. On va essayer. On se tient au courant alors ? Oui. Vous me tenez au courant ? Oui, je vous tiens au courant et j'envoie quelques messages comme ça pour avoir la réponse à tout ce qui nous intéresse. Oui. Au revoir Jeannette. À bientôt. Au revoir. Je quitte ce magnifique immeuble. Et ça y est, André Gescoff a fait irruption dans cette enquête. Il y a du vent. 4 janvier, André Ladan, une vieille dame de 77 ans retrouvée assassinée à son domicile de la rue Bayou dans le 14e arrondissement de Paris. Elle portait encore son manteau quand le tueur l'a étranglée. 3-2-1. 3-2-1. Je suis dans le 1er arrondissement. Il fait très beau. Alors quand je vous disais qu'André Gescoff, veuve Ladan, était en train de revenir à nous, eh bien ça se confirme. Parce que 2 auditeurs, Noël et Lisa Doll, ont pu localiser la fille d'André Gescoff, qui est toujours vivante. Elle habiterait rue Étienne Marcel, et c'est là que je me trouve en ce moment. Alors je suis un peu incrédule quand même, et je sais pas pourquoi. Alors la rue Étienne Marcel, c'est une rue qui est vraiment située en plein centre de Paris, qui est très commerçante. Il y a beaucoup de magasins de vêtements, assez chers évidemment. Et je sais pas pourquoi, mais je doute qu'une très vieille dame, parce qu'elle doit avoir plus de 90 ans, vive ici aujourd'hui.
Pour moi, il n'y a que des gens très riches qui vivent dans ce quartier, ou alors des bureaux. Et il faut que je me rende compte par moi-même, il faut que je voie l'immeuble, etc. Alors Noël et Elisabeth m'ont dit qu'elle habitait au 40. Je suis devant le 30. Je m'approche. Ce serait très important pour moi de la rencontrer parce que je pense que c'est la seule personne au monde qui peut nous parler de sa mère, André Geskov. Je suis devant le 38. Et voici le 40. C'est un petit immeuble qui fait l'angle avec la rue de la Jussienne. Il y a des fenêtres ouvertes, une grande porte bleue avec une plaque à côté où il est marqué WS. Et je vois qu'il y a un code et un interphone. Jolivet. C'est son nom. Donc elle habite bien ici. Évidemment, la porte est fermée, j'ai pas de code. Et je me sens pas de sonner chez elle. Parce qu'elle est très vieille, que je sais pas comment lui présenter les choses. Ça serait, je pense, choquant qu'un journaliste sonne chez vous, 35 ans après le meurtre, pour parler de cet événement terrible. L'assassinat de sa mère, donc je peux pas faire ça. Je peux pas sonner. Je vais attendre quelques minutes en bas. Mais je pense qu'il faudrait que je lui écrive une lettre pour pas l'effrayer et pour bien pouvoir lui expliquer. Je peux pas lui expliquer par interphone, quoi. Je fais quand même le tour de l'immeuble. Il y a plein de fenêtres ouvertes. Ouais, tout en haut, il y a des fenêtres assez sales avec de vieux rideaux. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, il y a une boutique désaffectée. C'est juste en face de la poste du Louvre, fraîchement rénovée. Monsieur ? Monsieur ? Il y a un monsieur qui rentre. Bonjour monsieur, excusez-moi. Je cherche madame Jolivet. Oui. Vous connaissez une très vieille dame ? Oui, et donc ? Vous la connaissez ? Oui, et donc ? Eh bien en fait, vous savez si elle habite toujours là ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, je la cherche depuis pas mal de temps. Mais vous êtes ? Je suis un journaliste en fait. Ah, bah c'est bien. Voilà. Je m'appelle Julien, moi. Ouais, faut se présenter quand même avant. Oui, pardon monsieur. Et vous appelez comment ? Madame Jolivet, vous voulez voir ? Elle est sympa ? À vous sonner ? Coupez votre micro, peut-être qu'on pourra parler après. Je coupe. À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures, et n'oubliez pas, Ne laissez pas traîner vos grands-mères. ne laissez pas traîner vos grands-mères. Je m'en fous.